Bonsoir la France, je suis très heureux de recevoir ce soir Sylvain Tesson. Pour son nouveau livre Les piliers de la mer, publié aux éditions Albin Michel. Merci pour votre professionnalisme. Merci. Et merci d'être là. Vous êtes déjà venu dans l'émission, donc vous connaissez à peu près le principe. On bavarde pendant 1 heure. Tout d'abord, joyeux anniversaire, puisque le 26 avril, si je ne me trompe pas, vous aurez 53 ans. Donc, bravo à vous. Il va falloir peut-être arrêter les acrobaties à un moment. Non, enfin, est-ce que ça veut dire que vous avez une théorie qui... Oui. Oui, je le sais, qui fonde l'ajustement du comportement par rapport à l'âge de l'état civil. Oui. Oui, je sais que vous avez cette théorie-là, puisque vous avez décidé à un moment, en faisant votre calcul d'état civil, d'arrêter certains comportements et de tenter de les transformer. Voilà. Mais ne croyez-vous pas plutôt que, justement, la statistique d'état civil, c'est-à-dire votre âge comptable, n'a absolument rien à faire ne devrait avoir rien à faire dans votre choix comportemental. Je savais que vous ne seriez pas d'accord, car nous sommes intégralement contraires, vous et moi, oui. Puisque vous avez passé votre vie à escalader des montagnes et moi à descendre dans les bas-fonds. Donc nous sommes très opposés sur ce... Oui, mais il y a les stations de ski qui sont les bas-fonds de l'altitude. Bon, alors tout de suite, je vais vous demander de lire la page 19. Voilà, comme ça on va clarifier de quoi parlent les piliers de la mer. En termes plus sobres, le stack est une quenouille magique, l'obélisque du Chronos, l'échauguette d'un château inondé, une hallebarde fichée dans le râtelier des eaux, une fusée lunaire plantée dans le récif, un chlicot pourri, un diamant taillé, un totem du refus, une torche oubliée, un flambeau pétrifié, une banderille finale dans le sable de l'arène, un clocher fantôme surnageant du déluge, une fourche de Poséidon à une seule dent, une figure de proue sauvée du naufrage, un menhir détaché de sa carrière, ou mieux, le cigare qu'un dieu vraiment très cool, allongé au fond de l'océan, tiendrait entre ses doigts en laissant dépasser de la surface le bout incandescent, bref, la somme des visions que suscite chez le petit baigneur une colonne des eaux dressant sa hauteur de 20, 30 ou 100 mètres dans un ciel encombré d'oiseaux aux yeux vicieux. Moi, je trouve que ce paragraphe définit bien d'abord ce que c'est qu'un stack, c'est-à-dire une sorte d'excroissance rocheuse à quelques centaines de mètres de la falaise, dans l'océan ou dans la mer, et donne aussi votre style. Ça donne aussi votre style, vous avez un style comme ça, vous êtes très lyrique, très humoristique. Vous l'avez lu comme si vous n'étiez pas content de ce paragraphe. Mais parce que je trouve ça bavard, et je me disais en le lisant, si jamais on faisait l'exercice du gueuloir que font beaucoup d'écrivains, consistant à lire à haute voix son livre pour détecter les approximations ou les échardes, je ne sais pas si vous pratiquez cet exercice, mais si on le faisait ici chez vous, on bifferait beaucoup de choses, quoi, parce que là, oui, c'est bavard. Là. On sent que c'est... Non, je ne suis pas d'accord. On sent que c'est volontairement un paragraphe accumulatif de tentative de définition de ce que c'est que ce stack. Donc Oui, mais je n'avais pas envie de ressembler non plus au type qui est content de se lire. Et de se relire. C'est pour ça. Oui. Et aussi de se relire à haute voix. Parce que ça manque de noblesse. Il n'y a pas à être content ou mécontent. C'est simplement... Oui, on fait ce qu'on... C'est plutôt marrant, moi, je trouve, ce passage. Il me fait rire, moi. C'est-à-dire que, bon, vous avez passé combien d'années à gravir sur les stacks autour de la planète là depuis les années 96, où j'ai commencé à grimper les premiers stacks, les aiguilles maritimes de recul de côte, dans les calanques, ça fait plus de 20 ans. Oui. Mais le paragraphe que j'ai lu, qui est cette espèce d'accumulation quasiment pâtissière, rococo de mots, la forme du relief incite à ça, parce que ce sont des aiguilles biscornues qui ont des formes baroques. Il y en a qui ressemblent à des punks, d'autres à des ermites, à des vagabonds. Enfin, il y a des cônes, il y a de tout. Oui, oui, c'est vrai. Parfois, ça ressemble à la chute du cigare. Parfois, là, je vous montre une photographie qui ressemble carrément à je sais pas. Ça ressemble à un joint. Un truc qu'on fume. Clairement.
Ça ressemble à un Oui, gros j'ai pétard. mal à dire le mot parce que je trouve que je trouve ça relâché. On n'incite pas la jeunesse à fumer des stacks. Enfin, il y a une forme, quoi, qui... Oui. Enfin, faut pas faire de gestes, d'ailleurs, pour le décrire, mais il y a une forme qui Bah, n'élève pas la pensée. ah, quoique, vous faites une philosophie du stack. Dans le livre, vous parlez que c'est un symbole de vous dites que c'est un symbole de la rébellion. Moi, je vois surtout un symbole phallique. Ouais, mais très franchement, soyons sérieux, vous vous rendez compte que, en général, le stack, le pilier d'érosion, se dresse à, mettons, entre 10 mètres pour les plus petits, 100 mètres, voire 200 mètres pour les plus Oui. grands, mais tout ça au milieu de l'océan. Donc, si vous dites que c'est un symbole phallique, c'est quand même une expression très modeste du jaillissement, en plus en voie d'écroulement, qui pas dans une forme parfaite, parce que c'est quand même de la roche qui est elle-même tout à fait pourrie, attaquée par l'iode, et qui dresse misérablement sa petite tentative dans l'immensité de la matrice Oui. écumante océanique et maritime. Donc Oui, oui. franchement, oui, c'est vrai que techniquement la forme peut laisser penser que c'est phallique, mais le rapport est tellement asymétrique que ça ne prêche pas du tout en la faveur de la tentative verticale. Oui, c'est moi qui vois qui ai l'esprit mal tourné. Peut-être. Mais vous écrivez dans le livre que c'est le doigt d'honneur de la géologie. Et ça, c'est amusant. C'est-à-dire que vous voyez dans l'escalade du stack un symbole aussi de résistance, de refus de la vie banale ou de la vie terrestre. Oui. Vous cherchez sans cesse dans le livre à donner un sens à votre folie d'aller escalader 106 stacks en, vous avez dit, une vingtaine d'années. Oui, c'est ce qu'on appelle un exercice de géopoésie, la tentative de voir un symbole dans les formes du relief ou dans les paysages. Et je vois le doigt d'honneur que la géologie adresse au principe de masse. Car rendons-nous compte, il y a le plateau continental ou une île énorme comme l'Angleterre qui recule sous le coup des vagues. Et on ne sait pas pourquoi, il y a un sceptre, une chandelle, un spigolo, comme disent les Italiens, qui se tient là, droit, debout, seul, séparé, écarté. Donc, comment ne pas y voir la figure archétypique du rebelle, du dandy, plus exactement. Du dandy, parce que le rebelle, il veut combattre, il voudrait revenir sur le continent pour le ramener à sa propre loi. Tandis que le dandy, il se sépare pour mourir seul, fou, libre, inutile, stupide, mais magnifique. Ça dépend des dandys, parce qu'il y a aussi des dandys mondains qui peuvent être dans la société. Oui, mais qui ne veulent pas la transformer. Oui. Le dandy n'a pas de programme politique, sinon celui de jouir le plus agréablement possible. Souvenez-vous, enfin vous connaissez mieux que moi la formule de Barbet d'Aurevilly, ni en haut ni en bas, à côté. Oui. C'est superbe. Et formule qui est reprise par Walt Whitman, le poète américain naturaliste du début du XXe siècle, qui disait je n'ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m'y opposer. C'est super, ça c'est le détachement le plus esthétique. Votre truc, quand même, depuis vos débuts, c'est de, comme vous l'avez dit, d'humaniser les paysages. C'est-à-dire que vous fuyez les hommes pour les retrouver sans cesse, sous forme de colonnes de pierre, de neige immaculée dans blanc, ou d'arbres russes en Sibérie. C'est comme si vous n'arriviez pas à oublier que vous êtes un homme, quand même. Oui, mais c'est l'exercice des fables de La Fontaine, c'est-à-dire plutôt que de faire des sciences morales et politiques en regardant les tourments de François Bayrou ou je ne sais pas moi, ou de Claude Maluret, je ne sais pas s'il existe encore. Moi, je préfère voir les marécages, des dunes, des montagnes, des avalanches, des écroulements, des geysers et des volcans, et puis faire comme La Fontaine. Enfin, vous y voyez des gens. J'essaye, j'y vois des gens et j'y vois des rapports. Des relations, enfin, c'est comme les sciences morales et politiques appliquées au paysage, c'est quand même un exercice génial. Et puis j'y vois des symboles et des archétypes. Dans la dune, je vois la tentative des grains de sable de s'accrocher pour se fixer devant l'océan qui est enragé. Et dans les stacks, dans les piliers de la mer, je vois des espèces de vieux hommes qui sont fatigués de leurs semblables et qui partent en s'écartant, sans vouloir de mal à personne, en voulant simplement qu'on les laisse mourir tranquilles et dans la beauté totale.
Vous êtes quand même le seul type qui, après une chute de 10 mètres à Chamonix, le 20 août 2014, choisit d'escalader 106 piliers de la mer partout sur le globe. Vous êtes le Sisyphe balnéaire. Oui, c'est pas mal. Oui, Ça vous a pas servi de leçon de vous péter la gueule? Au contraire, au contraire, de choses l'une, quand on est frappé par un accident grave comme celui que j'ai eu, soit on décide d'en faire son identité, son traumatisme finit par vous fonder et vous constituer, et à ce moment-là, vous devenez... un écrivain à la mode. Oui, vous mettez sur, oui, c'est ça, voilà, sur votre carte de visite, vous mettez ancien blessé. Voilà. Et vous nourrissez, vous macérez, vous clapotez dans le malheur qui vous est arrivé. Soit au contraire, et moi c'est la forme de rémission que j'ai choisie, vous allez encore plus vite pour semer votre ombre, semer votre conscience. Il faut aller plus vite que sa conscience, quoi. C'est comme le type, Lucky Luke, qui tire plus vite que son ombre. Moi, je marche plus vite que ma conscience, que mes remords, que mes regrets, que mes doutes. Et je vois dans l'escalade une manière de foncer pour ne pas avoir à ni me retourner sur moi-même, ni regarder mon reflet. Non, je montre la carte des stacks que vous avez escaladés avec Daniel Dulac. Daniel Dulac, mon camarade guide de montagne. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi 106 ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, je ne sais pas, au 43e ou au 78e, où vous vous dites, bon, je vais arrêter là? Non. D'abord, ça aurait pu être des milliers, parce que partout où il y a une contre-chose, il y a un stack. De même que partout où il y a un système, il y a sa contestation. Et pourquoi 106 ? Parce qu'un jour, Dulac m'a dit, on était aux îles Féroé, et on venait de grimper un stack très difficile d'accès dans une houle, qui normalement aurait dû en empêcher l'abord. Et Dulac m'a dit, il faut qu'on arrête parce qu'on va se tuer. Et il y avait une espèce de surenchère dans le plaisir que nous avions à escalader ces colonnes. À un moment, il fallait qu'on s'arrête. Mais à vrai dire, je crois que j'ai pas fini mon histoire de stack. Vous allez y retourner. Oui, je vais recommencer parce que... Sisyphe, c'est Sisyphe. C'est une expérience. Ça n'a pas de sens, mais je veux le faire tous les jours, pousser mon rocher jusqu'en haut. Oui, oui, mais c'est comme les gens qui se lèvent le matin. Franchement, vivre n'a pas de sens, mais d'abord, c'est l'expérience, la seule que nous pouvons vivre, et c'est tellement merveilleux. Enfin, c'est bête ce que je dis, c'est une banalité effondrante, mais le stack, c'est un tel concentré, une telle intensité quasi volcanique de toutes les expériences que peut vivre un alpiniste, un amateur du champ du monde. Rendez-vous compte, on est à la croisée de tous les transepts de la mer, du ciel, des bêtes, de la roche, de l'écroulement, de la violence et de la beauté. Enfin, c'est vraiment comme comment on appelle ça, un précipité chimique de tout ce que le cœur peut absorber. Alors, pourquoi me priverais-je de continuer ? Donc là, j'ai arrêté à 106, mais je crois que je vais continuer. Il y a quasiment la moitié qui n'avait jamais été explorée. C'est-à-dire que comment on le sait d'ailleurs que personne n'est allé en haut d'un stack ? Parce que d'abord, on voit aucune trace. Normalement, le grimpeur de stack laisse en haut un piton pour pouvoir redescendre, une petite cordelette pour pouvoir accrocher sa corde de rappel. Et là, vous arrivez sur des espaces qui sont tout à fait vierges. Et puis deuxièmement, parce que dans la documentation dont se servent les grimpeurs, il y a une topographie, c'est-à-dire une trace inscrite dans des espèces de cahiers auxquels on a accès et qui permettent de savoir si une cordée a grimpé telle paroi et comment il l'a fait. Donc là, parfois, on sait qu'il n'y a eu aucune mention d'une escalade et on ne voit aucune trace. On suppute donc qu'on est les premiers. Mais alors, attention, c'est quand même une conquête de la Lune pour les nuls, quoi. Non, c'est quand même très compliqué, très dangereux et très difficile. Non, mais Christophe Colomb, il arrive le premier de l'autre côté, aux Antilles, il est quand même le premier. Les Vikings, ils découvrent Terre-Neuve avec Leif Erikson. Je crois que c'était au 10e ou 11e siècle. Ils sont les premiers à mettre le pied sur un continent. Alors, nous aussi, sauf que le continent est grand comme la moitié de cette table, si vous voulez, ou même plus petit que votre table de chevet. Donc, on fait ce qu'on peut. Et aujourd'hui, ce qu'on peut, c'est grimper en haut d'une espèce d'écueil de 10 mètres de haut.
Non, mais vous avez l'élégance de minimiser votre exploit, mais Daniel Dulac, il s'est pété la gueule de 12 mètres de haut. Comme vous, à Chamonix, il a failli y passer à un moment. Oui, il est tombé dans l'eau. Il a fait un plat d'eau en pleine mer. C'était un stack anglais au sud de la Cornouaille. Alors l'Angleterre est dans un très mauvais état, il faut le signaler à nos ennemis britanniques, elle s'effondre de partout, le pays recule, l'île va mal, et d'ailleurs la côte se dissèque en charpie. Alors on a grimpé sur un de ces chicots, et alors à un moment la pierre s'est cassée, et Dulac est tombé je l'ai vu comme ça voler dans le ciel anglais, et s'écraser dans la mer. Heureusement il n'y avait pas de rocher à Florence, sinon il serait mort. Puis il est reparti tout de suite. Et dans ces cas-là, vous êtes attaché avec... Moi, je suis attaché à un python. Vous tombez aussi? Non, parce que moi, je suis attaché à un python. Le premier de cordée grimpe, assuré à la corde par son second, qui est arrivé à la paroi. Et si jamais le premier tombe, le second est censé le retenir avec la corde. Ah oui. Seulement, les pythons qu'il avait plantés dans cette roche anglaise se sont tous arrachés. Les grimpeurs ont d'ailleurs une belle expression. Ils disent « on déboutonne ». Alors, on ne déboutonne pas une combinaison, enfin bon, je sais pas. Ou une robe. Oui, enfin, je sais pas, vous avez libre à vous d'avoir des arrière-pensées, mais on déboutonne une paroi avec les pitons qui s'arrachent. Mais c'est d'ailleurs un des dangers des stacks, c'est que ce n'est pas, souvent c'est une roche volcanique, ou ce sont des, parfois ça s'effrite, donc on grimpe sur quelque chose qui est fragile. Oui, c'est tout le principe, c'est tout le plaisir et la profondeur et peut-être la beauté de l'alpinisme et surtout de l'alpinisme des stacks. C'est que d'abord on approche le stack dans un milieu mouvant qui est l'océan, qui de surcroît n'est pas le nôtre. On essaie ensuite d'y arriver sans être drossé par les vagues, donc on joue à la créature amphibie, on passe de la mer au rocher et après, comme vous le dites, on grimpe sur une paroi et un matériau très friable. Donc on quitte le mouvant pour rentrer dans un monde friable et on arrive sur un sommet où on ne pourra pas rester, duquel il faudra aussitôt redescendre pour replonger dans l'océan. Tout ça est du domaine de l'éphémère, de l'intangible et du fugace. C'est pour ça que j'aime ça. Dans les 4 étapes ou 5 étapes que vous venez de mentionner, laquelle est la plus dangereuse? C'est de sortir de l'eau? Oui. C'est le contact entre l'océan oui, moi, je m'imagine tout de suite que vous allez être écrabouillé par une vague sur un panier de crabes. C'est un peu ça. Vous devez passer de l'état de... Vous nagez comme une espèce de créature, je sais pas, de mammifère marin, et il faut tout de suite devenir un crabe en montant sur le rocher. Et c'est là où la vague peut vous drosser. Et c'est pour ça que moi, je pensais à chaque fois que je devais passer de l'océan à la roche, je pensais à un grand thème de la peinture, notamment baroque et surtout italienne, qui est la Vénus Anadyomène, sortie de l'eau. Et je voyais toujours, j'avais dans l'esprit les sublimes Vénus de Botticelli, à peine vêtues de leurs mèches de cheveux. Et je voyais mon copain Dulac. Qui n'était pas tout à fait la Vénus de Botticelli. Non, pas vraiment. Il est chauve et il avait une combinaison de plongée néoprène ridicule avec un gilet de sauvetage bleu turquoise et des cordes d'escalade. Oui, on n'était pas dans Botticelli. On n'y était pas tout à fait. Quand c'est aux Philippines, à Capri ou au Vietnam, l'eau, elle est tiède, c'est presque agréable. En revanche, votre masochisme vous envoie aussi à Terre-Neuve, en Irlande, ou aux îles Féroé. Et là, l'eau, elle est à combien de degrés? Je ne sais pas, à moins de 10. Et ça rajoutait la difficulté. On devait approcher le stack, le pilier rocheux, en combinaison de plongée avec des tas de gilets de sauvetage, des sacs étanches dans lesquels on mettait le matériel d'alpinisme. Et on comprenait que le difficile dans l'alpinisme, ce sont les vagues. Oui, dans cet alpinisme-là, oui. Alors, pardon, je continue. Ah oui, tiens, Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, il a écrit un article sur votre livre et il pose une question. Il dit en gros, vous avez développé une philosophie des stacks, mais en réalité, votre projet est gratuit, absurde et n'a d'autre finalité que le plaisir. Notre époque veut du sens, dit-il. Sylvain Tesson, qui n'est pas contrariant, lui en donne. Il met son écriture poétique et son don de l'aphorisme au service de ces fameux piliers de roche. Mais en réalité, votre projet, dit-il, il est gratuit, absurde et que pour le plaisir.
Mais il est merveilleux, Jean-Christophe Ruffin, et pour avoir eu l'occasion de grimper avec lui et d'aller en montagne, notamment dans le massif de Chamonix, j'ai pu mesurer qu'il était exactement de ces métals-là, c'est-à-dire de ceux qui vont chercher le plaisir en montagne, et pas que d'ailleurs, dans la vie. Seulement, l'homme est obligé d'enrober sa recherche du plaisir de tas de discours et de prétextes et de motifs, tous plus abracadabrants les uns que les autres, parfois plus ou moins sincères, parfois plus ou moins fumeux. Alors moi, j'aime essayer de me livrer, et il a raison, Ruffin, à un semblant de philosophie Non, mais pourquoi pas? et de mise en archétype des formes du relief. Mais évidemment, le dieu du monde, c'est le plaisir, et le dieu de l'alpinisme, c'est la joie d'être arrivé au sommet. Et notamment pour une raison, c'est que le danger vous procure un surcroît de plaisir de continuer à vivre. Enfin, c'est un aphrodisiaque de la vie, le danger. Et quand vous dites le soir, avec Dulac, on revenait sur le plateau continental après ces incursions sur les écueils, et on se disait, on est encore en vie, on ne mourra pas. On a été baigné par la splendeur de la mer, du littoral. C'était violemment poétique, mais c'est la poésie comme une gifle organique. Et on était heureux de vivre encore un peu, monsieur le bourreau. Comme avait dit une aristocrate qu'on allait décapiter pendant la Révolution. Elle avait dit encore un peu, monsieur le bourreau. Eh bien, le plaisir de la vie, c'est quand il y en a encore un peu. Oui, vous qui allez bientôt... Je vais bientôt mourir en direct. Bien, encore un peu. Oui, mais il y a des points communs avec la fête. Hein. La destruction de la fête, le danger des excès divers et variés. On est étonné de se réveiller le lendemain et on profite mieux de la vie. Comme ça, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais seuls les êtres sincères et lucides et honnêtes sur eux-mêmes et qui savent qu'ils ne valent pas grand-chose ont l'honnêteté de dire qu'on va se détruire et s'esquinter. L'alpiniste sur la paroi est probablement le jouisseur dans le cabaret ou dans le caveau. Et probablement, il y a là une destruction. C'était la merveilleuse Mireille Havet, qui était cette opiomane, morphinomane, écrivain, amie d'Apollinaire, poétesse des années 1930, qui avait écrit un journal extraordinaire qui a été republié par Claire Pollan et qui s'appelle « Aller vers l'enfer par le chemin même qui vous le fait oublier ». Mon Dieu, mais quelle extraordinaire confession, quelle profession de foi de toutes les manières de s'arracher à soi-même par des voies qui parfois vous détruisent, mais vous font vivre. Oui, exactement. Récapitulons vos aventures. Alors, je ne peux pas faire une liste exhaustive tellement il y en a, mais bon, il y a eu la réclusion en cabane au bord du lac Baïkal, dans les forêts de Sibérie, 2011. Il y a eu la randonnée sur les chemins noirs, 2016. La quête de la Panthère des Neiges, 2019. L'alpinisme dans les Alpes, Blanc, 2022. Et maintenant, ce tour du monde sur les piliers de la mer, 2025. Si on prend ceux-là, parce qu'il y en a encore d'autres, hein, il y a les balades à cheval, les balades à moto en Russie et tout ça. Comment vous choisissez vos pérégrinations? Est-ce que c'est quand même pas Daniel Dulac qui vous dit à chaque fois ce qu'on va faire? En général, j'ai des idées de mes voyages au cours des précédents voyages. C'est-à-dire que on est ainsi fait qu'on est toujours très insatisfait et on rêve d'être dans les endroits littéralement antipodiques de ceux dans lesquels on vit. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'imagine que d'un coup, la fréquentation d'un tel type de société vous donne envie immédiatement d'être projeté aux antipodes. Et bien moi, c'est ça qui m'arrive. Donc vous voulez dire, quand vous étiez en train de vous geler en attendant la Panthère des Neiges au Tibet, c'est ça? Je rêvais au Stac des Marquises. D'accord. Et quand j'étais en train de traverser les Alpes en ski de randonnée en peau de phoque, je rêvais de naviguer sur les côtes celtiques. Oui. Voilà, je procède beaucoup, moi, par enfin, c'est banal, parce que je crois qu'on est nombreux. Au goût du contraste, quoi. Bah oui, on est à cheval sur un battant d'horloge. Et d'ailleurs, c'est effrayant, la vie, parce que, mon Dieu, ce battement de l'un à l'autre extrémité du spectre fait qu'on vit comme ça, à grands coups de battement. Et seuls les êtres sages réussissent à se maintenir comme ça dans la très légère oscillation sur le sommet de la pointe, quoi. Pas moi. Votre idéal est-il le stylite, c'est-à-dire le type qui est en haut d'une colonne,
un peu comme ces fakirs hindous qui restent debout sur une jambe pendant 30 ans. Il y avait eu un père de l'Église qui s'appelait Siméon au IVe siècle, je crois, dans les déserts de Syrie, qui avait passé 27 ans sur une colonne pour mourir au monde. C'est pas mon idéal, mais c'est quelque chose pour quoi j'ai beaucoup de fascination. Mais comme toujours, d'ailleurs, on est fasciné par ce qu'on n'est pas et par ce qui est peut-être le contraire de vous. Moi, je suis un agité profond et impénitent, et toutes les formes existentielles à la fois de la réclusion, de la stabilité, du statisme et de la rétractation me fascinent. Parce que d'abord, je trouve qu'esthétiquement, elles sont très belles. Réussir à atteindre l'ataraxie et l'immobilité et la pétrification de soi-même, je trouve ça superbe. Puis parce que deuxièmement, ça dit quelque chose aussi sur la sagesse, quoi. Ne plus être obligé de courir comme un fou autour de la planète. Oui. Courir comme un fou autour de la planète, c'est ce que vous venez de faire là. Oui, mais c'est précisément parce que je vois que chez le stylite, il y a la capacité d'arriver à... immobiliste. Oui, c'est la fascination pour le contraire de ce que je suis. C'est ça qui me porte à trouver les stylites tellement exceptionnels. Et c'est pour ça que j'ai voulu, par les stacks, vivre quelques instants une sorte de vie de stylite. Mais moi, je vis les choses quelques secondes. Et puis je tire une sorte d'inspiration de ces instants fugaces. Je me crois quelque chose pendant quelques secondes, et puis après je redescends pour l'écrire. Mais tout ça n'est qu'un jeu. Est-ce qu'il y a un stack où vous avez failli crever parmi les 106 escaladés? Il y a un stack qui m'a fait très peur aux îles Shetland, parce que quand nous l'avons abordé dans un tout petit canot pneumatique gonflable où il fallait ramer pendant 2 kilomètres pour atteindre le pilier, nous avons vu des orques qui étaient en train de chasser autour de notre kayak, et c'est très impressionnant de voir ces énormes masses. Ce sont des tueurs, des prédateurs qui fonçaient dans la baie dans laquelle nous étions en train de ramer. Et quand nous sommes arrivés sur le stack, nous étions presque rassurés, enfin, d'être précipités dans un autre cauchemar, qui était celui de l'escalade de cette colonne de 60 mètres de haut, qui était très friable. Alors là, Dulac a vraiment exprimé tout son talent d'escaladeur. Mais s'il était tombé, je crois que tous les pitons se seraient arrachés, et nous aurions dégringolé, nous serions tombés dans l'eau, et là on aurait servi de zakouski aux orques. En plus, on était en combinaison de plongée, donc la viande aurait été sous plastique. Et finalement, ça aurait été une matinée très ratée. Oui, vous auriez... Pour tout le monde. Pour un orque, vous êtes l'équivalent d'une pistache ou d'un nem. Oui, c'est ça. Un petit four raté. Alors, attendez, les noms que vous leur donnez, c'est très intéressant. Donc, vous avez baptisé pas mal de stacks. Il y a le Malaparte à Capri, c'est logique. Et Brigitte Bardot aussi à Capri. Bon, jusque-là, c'est évident. Ou le Bobby Sands en Irlande, le Jacques Brel aux Marquises. Vous êtes amusé aussi à donner des noms plus colonialistes. Attention, au Vietnam, il y a le Bijar, la Tonkinoise et le crabe tambour. Je rappelle la chanson La Tonkiki, la Tonkiki, la Tonkinoise. Comme un petit oiseau qui chante. Vous cherchez la polémique, là. Non, parce que c'était l'inspiration du moment. Quand on a grimpé en Afrique du Sud, un stack extraordinaire porté à la frontière entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, on l'a appelé Cédar Senghor, parce qu'il nous semblait qu'il fallait parler d'un poète qui a justement surplombé toute politique, qui a donné une résolution géniale à cette espèce de pseudo-guerre des races dont on croyait qu'elle était terminée et qui bizarrement est en train de revenir par ceux-là même qui prétendent lutter contre. Oui. Et alors voilà que tout à coup ce poète génial qui arrive, Cédar Senghor, et qui montre qu'il y a une chose qui transcende absolument tout mauvais souvenir ou toute mauvaise passion ou toute mauvaise lutte, et qui est la poésie et la langue. Alors, on a appelé Joséphine Baker parce qu'on voulait se marrer et qu'on trouvait qu'il y avait une telle gaieté, une telle drôlerie chez Joséphine Baker, une telle chanson. Et il y avait la chanson de la mer, la chanson du ciel. Ouais. Voilà, donc. Parfois, on l'appelait de Bijar parce que le truc était martialement dressé au-dessus d'une baie au Vietnam. Et alors, on l'a appelé comme ça parce que Dien Bien Phu. Il y en a un aux Philippines, je crois, qui est recouvert de piquant. Et vous l'avez appelé le Mishima, parce que Mishima s'est ouvert le ventre avec... tombé, mais positivement, parce que l'érosion avait tellement aiguisé
les lames de calcaire, on appelle ça le karst en géologie, c'était comme des poignards. Et si on avait glissé, on n'aurait pas pu se retenir, on se serait fait éventrer. Et puis les Philippines avaient été japonaises. Alors voilà, Mishima, c'est merveilleux de donner un nom à un lieu qui n'en a pas. C'est à la fois une espèce de baptême, d'acte d'amour, d'acte poétique. Et on rassemble toute l'inspiration du moment. Ça peut être la couleur du ciel, les impressions, le souvenir des efforts qu'on a fait pour arriver là-haut. La forme aussi, parfois. Par exemple, il y en a un qui ressemblait à un sablier. Alors, comme il y a un philosophe allemand qui s'appelle Junger, qui a écrit un traité du sablier, on l'appelait le Junger. Ouais. Il y en avait qui étaient très tristes et lugubres. Alors, on l'appelait l'Emily Dickinson, parce que c'était une poétesse merveilleuse. Mélancolique et qui voulait même faire une esthétique de son propre chagrin. Elle ne voulait pas qu'on la console. Foutez-moi la paix avec mes larmes. Alors, on avait grimpé dans le ululement des oiseaux, le mugissement de la mer, la tristesse du ciel. Il était évident que celui-là s'appellerait le Dickinson. Qui paie pour tous ces voyages? Ça doit coûter une blinde quand même d'aller dans tous ces endroits. Mais moi, c'est Albin Michel qui a payé? Non, parce que moi j'ai été élevé par un père qui aimait le théâtre privé et qui n'a jamais demandé à l'État de subventionner son goût pour la scène. Et alors j'ai fait un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai trouvé des financements privés avec de très beaux camarades, des amis qui m'ont permis de faire ce voyage. L'éditeur, évidemment, ne peut pas produire entièrement un voyage de 20 ans. S'écoule sur des années autour du monde. Et... Si, il y a le Figaro Magazine qui avait organisé l'escalade de l'aiguille d'Étretat, et qui était peut-être le début de cette aventure. Oui, parce que l'aiguille d'Étretat, d'abord, c'est un lieu qui est une sorte d'incarnation dans la géologie du principe de littérature, c'est-à-dire non seulement d'adouber, mais d'améliorer, de féconder, de célébrer par la lettre une forme de relief. Enfin, c'est l'aiguille creuse de Maurice Leblanc avec la présence d'Arsène Lupin qui vient complètement illuminer l'aiguille d'Étretat. Alors, on avait grimpé dessus, ce qui est très difficile parce qu'elle est complètement friable. Et au sommet, je me suis aperçu que c'est là où j'ai eu la révélation du stack comme symbole de ce qui refuse de suivre le mouvement pour rester libre. On n'est pas loin de la côte, on est à une centaine de mètres, à peine quelques encablures de la côte, mais on est là sur un tout petit lieu qui est grand comme le quart de cette table, et on a l'impression d'être dans un haut lieu du monde qui n'est destiné qu'à recevoir la splendeur de l'horizon et la lumière du soleil. Et, et en plus, c'est cohérent avec ce que vous disiez sur s'accrocher à la vie dans un endroit pareil, parce que c'est aussi la falaise d'Étretat, un endroit où beaucoup de gens se suicident. Oui. Bizarrement, on pense que c'est une des falaises de France qui est le plus utilisée comme peut-on appeler ça, comme plongeoir définitif, quoi. Et pourquoi ? Alors parce que certainement techniquement c'est facile à atteindre et puis c'est radical puisqu'elle fait 100 mètres. Peut-être parce que le Normand a-t-il une mélancolie supérieure à celle des autres. Et c'est beau, c'est une plus belle mort que de se jeter sous le métro. C'est somptueux. On a Châtelet-Léal. Dernière vision. Il y a eu d'ailleurs des nouvelles de Maupassant qui en termes de mélancolie et de neurasthénie, même profonde, racontait le vide et les acrobaties des chasseurs d'oiseaux sur la falaise d'Étretat. Mais c'est vrai qu'il y a un mélange, il y a un jeu de la vie et de la mort dans l'alpinisme, de la mélancolie et de la joie, du lugubre et du pétillant. Et c'est ça qu'on allait chercher dans cet exercice. Mais c'est normal d'ailleurs, parce qu'en fait, le stack, le pilier, enfin c'est en vous écoutant que j'y pense, mais ça n'est qu'une tension et un contraste. C'est la roche qui refuse de sombrer, c'est la mer qui essaye de ronger la paroi, mais il reste un petit bout qui résiste. Donc ça n'est qu'une tension, qu'une force des contraires. Alors c'est peut-être pour ça que se dresser sur ce sceptre de rocher blanc éclatant dans le soleil et la vie et se dire qu'on est dans la grande falaise des suicidés, c'est peut-être ça qui m'a fait comprendre qu'il y avait là un carrefour très symbolique. Oui. La forme de votre écriture évolue. Blanc, par exemple, était lent, planant, barbant.
pas barbant, mais immuable un peu. Et là, c'est plus court, plus sec, plus drôle aussi. Il y a beaucoup plus d'humour dans ce livre-ci. Plus lyrique. On a eu l'exemple dans l'extrait que vous avez lu. Alors, est-ce qu'on écrit différemment en haut d'une colonne par rapport à ce quand on est en train de gravir les Alpes? Ça, c'est la grande question de la détermination du style ou de l'aspiration par le lieu. Mais oui. Alors, oui, mais il y a vraiment deux écoles. Il y a Sandrars qui disait il faut surtout écrire devant un mur blanc pour ne pas être influencé par le monde extérieur. Puis au contraire, les écrivains d'ailleurs un peu hemingwayen, qui d'abord absorbent l'iode et les photons pour ensuite sur la terrasse d'un hôtel écrire. Moi, je ne sais pas. Vous écrivez sur place? Oui, j'écris sur place. Ça, donc, quand vous êtes en haut d'une colonne de 200 mètres, en plein vent, là, vous sortez votre carnet? J'ai du mal à le croire. Non, j'écris au bivouac, toujours. Oui. Toujours. Donc, le soir même après, oui, ou avant? Après. J'adore l'idée que la journée se termine vraiment lorsqu'elle a été racontée. Enfin, oui. Ce que je dis est banal, mais je crois qu'il y a une véritable... une espèce de certification de l'advenu de la journée quand le point final est mis. C'est ça pour moi la fin de la durée de ce qui est vécu. C'est le récit. Un des moments que je préfère dans le livre, alors là, nouvel exercice de lecture, essayez d'être fier. Essayez d'être fier. N'ayez pas peur d'assumer et d'être heureux de ce que vous faites. Non, c'est la page 47 que je préfère parce que c'est le moment où il y a ce personnage qui s'appelle Pétéro et qui gravit avec vous, tout nu, un des stacks de l'île de Pâques. Oui. Alors, j'ai mis des... Alors, cul sur le sommet, le sexe à l'air, le cou ceint de son collier d'os, la peau maculée de charbon et de sang mêlé de larmes, Pétéro, le gardien désespéré de la mémoire, sanglote dans le vide que les fous de bassin électrisent. J'ai attendu 70 ans pour faire l'amour à ce motu, et je veux dire aux hommes que nous sommes là, et je veux que la terre se souvienne des Rapanouis. Et nous le laissons, les bras ouverts dans la pluie, assis sur son antenne, à gueuler en pleurant le grand malheur de l'île hors des routes, hors du temps, abandonnée des dieux, oubliée par l'histoire, maudite par la géographie, pillée par les marins, réquisitionnée aujourd'hui par nous autres touristes qui venons profaner la tristesse. Ben, c'est de la littérature. Alors s'il faut aller à l'autre bout du monde, en haut d'une colonne pour faire de la littérature, ben, ça vaut la peine, allons-y, c'est ça. Et ce personnage, il est exceptionnel, Pétéro. En fait, vous l'avez rencontré comment? C'est-à-dire que l'île de Pâques comporte un très beau stack de 50 mètres qui était interdit. Parce qu'il est l'autel, AUTEL, de la tradition des Rapanouis. Les Rapanouis, c'est une mythologie de l'éternel retour. C'est le nom qu'on donne au peuple de l'île de Pâques, qui, quand ils ont vu leur civilisation s'écrouler, vous savez, c'est ces grandes statues de pierre de 15 mètres de haut qui sont dressées partout, sculptées dans le tuf volcanique et dressées sur les contours de l'île. Puis un jour, la civilisation s'est écroulée, probablement à cause de problèmes politiques ou de réchauffement climatique. Au XVIIe siècle, on a couché les Moaïs parce que le peuple considérait que les dieux avaient abandonné l'île. Et ils ont réinventé au XVIIIe siècle un nouveau mythe, qui est le mythe du retour des oiseaux. Et alors à ce moment-là, il fallait que les jeunes hommes de l'île, pour prier ce Dieu de l'éternel retour, aillent se mettre à l'eau, montent sur des écueils à 600 mètres de la côte rocheuse et rapportent des œufs de mouettes qui revenaient tous les 6 mois pour nicher. Ah, c'est très beau parce que c'est le remplacement d'un mythe par un autre en fait. C'était un exploit aussi. C'était un exploit. Et au lieu de pleurnicher sur leur sort de l'effondrement, c'est une leçon pour nous autres. Hein. Au lieu de nous déplorer le déclin général et la fin des temps et l'apocalypse à venir, au lieu de grincher, eh bien, ils ont magnifiquement revivifié leur mythologie par un autre mythe du printemps éternel. Et alors, ce stack qui probablement n'avait pas été grimpé, nous n'avions pas le droit de le faire. Mais nous sommes allés demander l'autorisation au garant de la mémoire des Rapanouis. Il s'appelle Pétéro, ce garçon. Il avait 70 ans, il n'avait jamais grimpé. Il nous a dit, je vous donne l'autorisation,
mais à condition de m'emmener. Alors on lui a dit, mais vous n'avez jamais grimpé, c'est quand même difficile, c'est du 6e degré. Il a dit, c'est pas grave, vous m'emmenez ce soir et on y va. Alors on est parti avec une barque, et quand on est arrivé, on lui a mis un baudrier d'escalade, quoi, un harnais. Mais et puis à notre grande stupéfaction, il se met à poil dans la barque de pêcheur, et il a dit, je veux grimper sur ce stack, comme je suis venu au monde, tout nu. Alors voilà, du lac à grimper, il l'a hissé avec la corde, moi je le poussais au cul. Enfin, c'était une scène complètement aberrante. Tout ça au milieu des oiseaux qui hurlaient. Et lui avait l'impression de revivre positivement le mythe Rapa Nui, des hommes qui allaient collecter sur les rochers les œufs de l'oiseau du retour. Il y avait donc quelque chose là de très religieux, de quasi mythologique. Et ça, c'est l'effet que nous a donné l'escalade des stacks dans le Pacifique, au Cap Horn, aux Marquises, à l'île de Pâques, parce que les Maoris, la culture maori, le peuple des vagues et de la pirogue, voient dans les formes du relief des incarnations de leur divinité. Chose qui probablement était une occurrence dans les temps paganiques gréco-romains, mais nous l'avons oublié aujourd'hui. Nous avons le grand Pan, le dieu Pan est mort, les marécages se sont desséchés, les fées sont rentrées dans leurs grottes, tout a été cimenté, mais chez les Maoris, on continue à avoir une poétique du paysage et une mythologie de la géologie. Ils auraient pu très bien mal le prendre. Ils auraient pu considérer que c'était un sacrilège d'escalader. Et là, le fait qu'ils veuillent venir avec vous, c'est très beau. Voilà, parce que précisément, pour que ce ne soit pas un sacrilège, nous avons convié l'un des leurs à venir vivre ce que nous pouvions leur apporter. La seule chose qui était simplement la compétence technique du lac qui permettait de monter en haut du stack, nous l'avons offerte à un Pasquan, un Rapa Nui, qui lui nous a autorisé le passage. Alors c'était une merveilleuse conversation. Je trouve que vous auriez dû le faire tout nu, vous aussi, par solidarité. C'est un peu dommage. Oui, mais j'ai pas voulu me convertir. Alors, on va jouer au jeu devine tes citations. Je vous rappelle les règles de ce jeu. Je vous lis des phrases de vous et vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit cette phrase. On préférera partir plutôt que de se morfondre. On préférera l'iode à la bile, le vertige à l'amertume. C'est de moi, ça? Ouais. C'est sûr. Alors, c'est pas un livre de montagne. Ça doit être avec les fées. C'est dans Les Piliers de la mer. Vous avez perdu. C'est dans le dernier. Ça m'a fait penser d'ailleurs quand vous dites je préfère l'iode à la bile, le vertige à l'amertume, ça me fait penser à Shakespeare dans Roméo et Juliette, acte 3, scène 5. I shall be gone and live, or stay and die. Ah oui, bien sûr, je préfère rester ou partir. Il faut vivre et partir ou rester et mourir, bien sûr. Toujours vouloir traduire, mais non, ne traduisons pas. En route, oui. Fuir là-bas, fuir. Oui, c'est ça. Et vous savez, Lord Byron disait « Again to the sea » tous les matins. « Again to the sea ». Oui. Et vous citez Paul Morand aussi, d'ailleurs. « Ailleurs est un mot plus beau que demain ». Oui, mais c'est toutes ces phrases-là qui sont les phrases de l'éternel départ. Je les adore. La plus belle, c'est quand même le Christ. « Viens et suis-moi ». Oui. Et Rimbaud, je vais acheter un cheval et m'en aller. C'est triste. Et Virginie, Despentes, on se lève, on se casse. Oui. C'est une continuation du Viens et suis-moi du Christ. La suite. Oui, c'est la suite, bien sûr. Il y a eu 2000 ans. Elle n'est pas au courant, et le Christ non plus. Oui. Mais si vous n'aviez pas eu ces lectures-là, si vous n'aviez pas lu ces phrases qu'on vient de citer, est-ce que peut-être votre vie ne serait pas la même? Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est votre malédiction, en fait. Vous avez lu « Fuir là-bas, fuir ». Mais enfin, c'est-à-dire, la bibliothèque est terrifiante, en fait. C'est dangereux, les livres. Mais c'est dangereux, c'est d'ailleurs pourquoi c'est formidable que la société empêche absolument aujourd'hui les jeunes de lire. Il n'y a pas un jeune qui... Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus sages, beaucoup plus normaux, beaucoup plus conformistes. Je ne suis pas sûr. Si. Peut-être plus conformistes. Beaucoup plus conformistes. Et ils sont beaucoup... Alors peut-être que physiquement, comme ça, comportementalement, la jeunesse est dissipée comme toujours, mais ça, c'est pas grave. Mais mentalement, culturellement, spirituellement et intérieurement, elle est beaucoup moins brûlée. Heureusement, parce que les parents ont très bien compris que la seule manière d'assagir tout le monde et de moutonner le troupeau, c'est d'interdire l'entrée de la bibliothèque. C'est un temple effrayant, c'est un brûloir, c'est un
c'est une chaudière effroyable. Et si vous voulez mettre le feu aux poudres, ouvrez un livre. Oui. Et si vous voulez tout éteindre en vous, congeler toute forme d'inspiration, allumez un écran. Allumer un écran. On est vraiment devenus des vieux Bien cons. sûr, des vieux cons, Oui. mais on le sait. Autre phrase de vous. Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Oui, ça c'est les forêts de Sibérie. Dans les forêts de Sibérie. Première phrase de Dans les forêts de Sibérie 2011, vous avez gagné 1 point. Une autre. Comme les monitrices tyroliennes, la panthère des neiges fait l'amour dans des paysages blancs. Ben, ça, oui, La réponse oui, c'est mon livre, Les monitrices tyroliennes. C'était aussi la première phrase de La Panthère des Neiges 2019. Alors là, une autre. L'année avait été rude. Oui, ça c'est Les chemins noirs. C'est la Ça, première phrase aussi. Je me suis amusé à prendre toutes les premières phrases. Hein. C'est l'incipit de Sur les chemins noirs 2016. L'année avait été rude. C'est proche de La forêt était molle de Giono ou L'herbe était noire de Victor Hugo. Quand vous dites l'année avait été rude, cette année-là, vous aviez perdu votre mère et failli mourir. Quand même. Oui, il y a eu plein d'autres drames dans ma famille et c'était ça, oui, l'année avait été rude. Une autre phrase. Quand on se prétend aventurier, il est vexant de vivre au XXIe siècle. Oui, ça c'est Les piliers de la mer. C'est la première Je m'en phrase. souviens. Mais votre jeu est aberrant parce qu'on n'a pas du tout envie de s'entendre citer, ni de donner. Et puis alors, par définition, on écrit un livre pour se débarrasser de ce qu'on a à dire. Alors, heureusement qu'on oublie tout ce qu'on a écrit. J'imagine que personne ne trouve ses premières phrases. Enfin, j'ose espérer. Si. Les gens souvent se souviennent de leurs livres. Mais pourquoi ce petit jeu ? Parce que je trouve que dans une émission littéraire, on doit entendre l'écriture des auteurs. C'est pour ça, c'est un petit plaisir de... Alors, j'en ai une dernière. J'avais quitté Genève depuis 3 jours et cheminais à toute petite allure quand à Zagreb, poste restante, je trouvais cette lettre de Thierry. J'ai écrit ça, moi. C'est une nouvelle. Ah oui, c'est qui, ça? C'est un auteur que vous adorez. Ah, c'est pas Vous voulez que je vous la relise? Ah oui, allez-y. J'avais quitté Ah oui, Genève. Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, c'est la première Parce phrase que de c'est- L'usage du monde. Et c'est Thierry Vernet, son ami peintre. Voilà. Ah oui, merveilleux. Bravo. Nicolas Bouvier, 63. Ah, c'est superbe. Ça C'est aussi. l'usage du monde. C'est C'est quand l'usage il du descend avec sa Topolino. Voilà. Ouais. Quelle merveille. Je suis content que vous aimiez Nicolas Ah oui, Bouvier. et oui, je pense que sans Vous l'avez Nicolas découvert Bouvier- tard, non? Oui, parce que sinon j'aurais peut-être eu votre vie. Si j'avais lu L'usage du monde plus tôt. Il y avait aussi un autre jeu dans l'émission, c'est les conseils d'impro. Je vous ai donné une liste de questions pour savoir, parce que je pense que nos auditeurs, rares mais érudits, ont envie de savoir quelles sont vos lectures. Et si par exemple je vous demande, je prends exprès beaucoup de temps, parce que Sylvain doit allumer son anti-sèche. Mais si je vous demande un livre, n'ayez pas honte d'avoir un ordinateur, vous pouvez le poser sur la table. Après tout, oui, il faut éteindre les écrans. Mais parfois, on les rallume pour répondre à mes questions. Un livre qui donne envie de pleurer. Le Lys dans la vallée de Balzac. Parce que Madame de Morsauf a raté elle n'a pas raté sa vie, elle l'a laissé passer ce qui est pire. Et alors, c'est affreux. Ne laissez jamais passer votre vie et l'occasion que vous avez d'aimer. Un cœur qui vous aime et qui vous le dit. Enfin voilà, vous aussi, vous avez pleuré avec le Lys. Oui, dans la le vallée. Lys dans la vallée, oui. Mais alors après, un livre pour arrêter de pleurer. Je vous ai répondu, hein, mais vous n'avez pas reçu. Claude Cagnère, pour tout l'or des mots, c'est un gros bouquin, Lafon. Vous vous souvenez pas de Claude Cagnère? C'est un type il a fait un dictionnaire vous allez je sais pas si ça va vraiment vous plaire, mais c'est un dictionnaire qui collecte toutes les extraordinaires usages de la langue française. Ah oui. De l'anagramme à l'alexandrin célèbre, de l'holorime au paradoxe, du bon mot à l'acrostiche, tous ces trucs-là. Je trouve ça génial. Par exemple, c'est lui qui m'a donné, c'est à cause de lui que j'ai eu l'alexandrite aiguë.
et qui est qui est une maladie. qui est une maladie. Par exemple, abonnez vos enfants au journal de Mickey, 12 pieds. Oui. La caisse des dépôts et des consignations, 12 pieds. Oui. Le conseil supérieur de la magistrature, 12 pieds. Le bureau du président, directeur général. Oui. Attention, car un train peut en cacher un autre. Et vous Ça, c'est, ah oui, ça aussi, Les c'est voyez un pas. accent. Ah oui. Et ça, c'est... Payé à la sortie ou bien par carte bleue. Mais bravo, Voilà. bravo, c'est super. Ou il y a celui de Welbeck. Il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage. Ah, mais ça, c'est très beau. C'est dans la configuration des derniers J'adore, rivages. oui. Ça, ouais. Un livre pour s'ennuyer? Ouais, je me suis beaucoup ennuyé avec Ivanhoe de Walter Scott. Ça commence par 60 pages de description d'un vêtement. Oui. Et après, après, le type va se changer. Il y a encore 60 pages. Ouais, c'est effroyable. Un livre pour crâner dans la rue. Un livre pour... Moi, je répète votre question. Le genre Kierkegaard, le journal du désespoir, ou Kafka. Alors, il faut y assortir une tenue, une grande gabardine noire, un air très pâle, un peu d'acné. Oui. Des vanités en argent, et puis Kierkegaard, quoi. Oui. Le côté... je me prends la tête. oui, vous avez dû avoir cette période-là qui a duré un peu gothique. 3 mois dans Oui. votre vie ou quelques semaines. Oui. Et voilà, Kierkegaard, voilà. Qui a vraiment lu Kierkegaard? Oui. Quoique, le journal d'un séducteur, c'est pas chiant. Alors, un livre qui rend intelligent. Jules Renard, le journal. Oui. Ah oui. Tout fait trip. Oui. Tout fait trip. Les animaux, les scènes de vie, les scènes de gens, les hommes, les relations, tout fait trip. Puis alors, il y a le regard tellement aiguisé, il y a la méchanceté, mais il y a toujours quand même la tendresse. Bien sûr. La tendresse, c'est un œil de laser, mais un cœur tendre. Oui. Et ça, j'aime. Oui. Un livre pour séduire. Ah, comment fait Sylvain Tesson entre deux escalades? Oui, vous prenez le livre, un des livres les plus cool. Il faut être cool. Bien sûr. Ah oui. Moi, je suis pas cool. Regardez, Non, moi, je suis vêtu avec un gilet. Il faut être cool. Et pour être cool, il faut aller vers les motards américains, quoi. Eux, c'est vraiment cool. Le côté Easy Rider. Alors, vous avez un livre génial qui s'appelle, rien que le titre est séduisant, Le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. Ah, C'est pas ce truc. oui. De Pierre Sig, écrit dans les années 60. C'est un père qui part avec son fils et il va faire le beatnik sur les grandes routes. Il va s'enfoncer dans l'immensité en pleine Amérique. Et il est poursuivi par ses propres fantômes. Il doit avoir d'ailleurs des espèces de délirium tremens. Il voit un spectre sur une moto derrière lui. Il n'y a personne, naturellement. Et alors, il accélère. Voilà, traité du zen et de l'entretien de motocyclettes. Oui. C'est bien, non? Enfin, je veux dire, il n'y a pas que Fitzgerald dans la vie. Il y a aussi les motards américains. Ah, vous savez que c'est étonnant parce que c'est la réponse de Christine Angot, c'est Gatsby le Magnifique à cette question. Ouais. Oui, c'est marrant. Oui. Ouais. Un livre que je regrette d'avoir lu. C'est un livre génial que j'adore avoir lu et que je regrette avoir adoré de lire. C'est Les Carnets de Monterland. Parce que ça m'a infecté. Je ne me suis pas fait infecter par Monterland. Non. Ça m'a infecté ça m'a inoculé le goût excessif peut-être de la forme très courte, aphoristique. Ah, d'aphoristique. C'est-à-dire de s'épargner de pensée en trouvant une formule. Ouais. Et en préférant la musique de la formule à la vérité de ce qu'elle propose, comme si vous voulez. Oui. Alors c'est embêtant, ça. Je suis pas sûr. Moi, je pense que Moi non plus. Je suis pas sûr. D'ailleurs, Parce que les œuvres complètes de Lénine, on préférera toujours un aphorisme de Vialat. oui, et puis, vous savez, justement, votre idole Jules Renard disait l'idée n'est rien, sans la phrase « je vais me coucher ». J'aime beaucoup cette phrase. C'est superbe. Ouais. Bien sûr. Un livre que je fais semblant d'avoir fini, c'est la question la plus compliquée. Hein. Je suis pas sûr de comprendre même la question. Que vous faites semblant d'avoir fini. Oui, c'est un livre qui s'appelle, mais que personne, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre d'un romantique allemand qui s'appelle Adalbert Stifter, L'homme sans postérité. Je trouve le titre est génial, L'homme sans postérité. J'adore l'incipit qui est merveilleux, qui décrit des enfants qui marchent dans la forêt, qui se promènent dans la joie de la vie naissante. Et je n'ai jamais fini, je le relis, je recommence souvent. Et j'ai beaucoup de plaisir à me perdre dans ce livre et puis à ne pas aller jusqu'au bout. Oui, Oui. mais
Parfois, il y a des livres qui commencent bien et puis c'est tout. Oui, c'est juste le début. Pchit. Voilà, exactement. Les Oui. livres Qui font pchit. C'est un beau titre de livre, d'ailleurs. Pchit, et lu Pchit, le début est très bon. Oui, mais bon, on fait 20 pages et puis après, voilà. Quel est le livre que j'aurais aimé écrire? Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Jean-Paul Enthoven, qui a écrit un livre où il raconte sa garde mémorielle de ses grands Oui. totems Oui. littéraires. Et il parle de son amitié avec Solers. Il est parfois sincère dans ce livre. Et il parle de son amitié avec Solers en disant que ce qu'il aime chez Solers, c'est les 20 premières pages de ses romans. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'ils sont souvent très Les réussis. qui sont des feux d'artifice, Oui. et puis après, on sait. Oui. Bon, après, on a compris, et après, il fait du Solers. Oui, oui. Les 20 premières pages des romans de Oui. Solers sont plus que Solers. Mais c'est déjà très bien d'avoir 20 bonnes pages au début. Hein. Surtout quand vous avez 60 romans et Oui. qui vous associez, si vous Mis bout à bout, vous ça avez fait une œuvre, ça fait une œuvre. bien sûr. Donc le livre que j'aurais aimé écrire, Sur la route oui. ouais, Ah oui, sur bah. la route de Kerouac, ouais, bien sûr, parce que c'est le mouvement, c'est verbalisé. Oui, oui. Enfin, c'est le mouvement qui devient Oui. la formule. Euh, Et alors, c'est le seul livre où il se permet par moments, et dans l'espèce d'éclatement, de fusion, de l'ivresse, appelons ça Oui. comme ça, Oui. l'ivresse, Oui. la défonce du mouvement. Et alors, il se permet des onomatopées. Parfois, il sort de la voiture avec ses copains, ils sont sur la route, dans l'ivresse du défilement des kilomètres. Et il y a des phrases qui se finissent par « Nous regardions le ciel et nous exclamons « Oh, oh, ah !» Oui, mais c'est marrant parce que c'est. Alors, je comprends que sur le fond, vous aimiez la Beat Generation et Kerouac, mais formellement, c'est pas du tout comme ça que vous écrivez. Vous Non. n'écrivez pas cette sorte de prose torrentielle. Quoique, si, peut-être le morceau qu'on a lu au début. Oui, mais j'aimerais l'écrire parce qu'il n'y a que Sandrars dans la prose du Transsibérien et Kerouac dans la route qui ont réussi à donner à mettre en musique formellement, Oui, formellement, ce que c'est que la route. métronomiquement, ce que c'est que le mouvement, Oui, et qui ne peut plus s'arrêter parce qu'on est tout d'un coup aspiré par l'horizon. c'est vrai. Et ça, on entend le martèlement des roues sur les rails dans la prose du Transsibérien, et on entend l'espèce de folie de la dilution de l'être dans la fluctuation des kilomètres incarnés par le passage du temps. Voilà. Sur la route de Kerouac. Je crois qu'il faut aussi mettre en garde les jeunes qui nous regardent peut-être. Ne lisez surtout pas sur la route de Kerouac parce que sinon vous allez partir, vous allez foutre le camp, vous allez tout plaquer. Et puis, lire Votre vie va être transformée. ou conduire, il faut le choisir. Oui, surtout pas lire Kerouac au volant. Non. Ah non, ça surtout pas. Boire, oui, mais pas lire. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu de votre vie, Sylvain Tesson? Oh bah, c'est les citations de Mao. Tiens, ah oui. Ouais, le petit livre rouge, je crois. Parce que Oui. d'abord, à un moment, on s'en souvient plus trop, mais il dit il faut tuer les oiseaux. Oui, c'est vrai qu'il a essayé d'ailleurs. Ça Ils ont fait essayé. que les insectes Parce que- vivaient. Parce que les oiseaux, en fait, mangent les graines dans les récoltes. Oui, donc oui. Mais alors. Ils l'ont fait, hein. Ils ont vraiment Oui, tué les oiseaux. Et résultat, les récoltes étaient mangées par les insectes. Voilà. Après, il y a eu des phrases comme il y a eu des dans les grandes politiques agronomiques dans les années 50, il y avait une phrase qui était le loup est interdit dans la steppe. Enfin, Ouais, voilà. ouais. C'est tellement. C'est de vouloir régenter l'univers, quoi. Oui, C'est ça. il y a ça, Ouais, ouais. il y a ça, l'espèce de volonté absolument de faire plier le réel à son idéologie. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'assurance de cette conviction, quoi. C'est incroyable. Ouais. Écrire des évangiles. Enfin, encore quand on est un prophète, quand on est un évangéliste qui traduit la parole du prophète. Finalement, les évangélistes Oui. ont- Ils ne se sont pas pris pour ont lui. été les greffiers, Oui, les ambassadeurs. oui. Puis en plus de ça, reconnaissons-le, d'une doctrine qui professait l'amour quand même. Mais là, le type, il arrive, il est non seulement le greffier de sa prophétie, mais le prophète. Donc, mon Dieu, quelle assurance, quelle certitude. Et moi, je crois que la certitude, c'est le contraire de la littérature. Donc, si on me demande le livre que j'aime le moins, ben, c'est un livre qui n'est fait que de certitude. Voilà, Mao. Il faut qu'on aille peut-être. J'ai l'impression qu'on me fait signe Ouais, qu'il mais faut, écoute, c'est faut que- se calmer. non, C'est mais on pas grave. attaque la 3e heure. Non, mais c'est très bien, oui. non, mais non, mais c'est bien, on a terminé, je crois. Ah si, il y avait le livre que vous lisez en ce moment. Bon, ça permet de faire plaisir à un copain. Ah ouais.
Je lis... j'ai un mec que j'adore, c'est Perry Salco. Vous voyez qui c'est? Non. Perry Salco, c'est un type qui trouve des anagrammes. Ah oui. Ouais. Voilà. Il a trouvé Jacques Perry Salco, il fait plein d'anagrammes, il en a fait avec Étienne Klein. Après, il invite, si vous voulez, un écrivain, là, il a invité Raphaël Enthoven à habiller de poésie ses trouvailles anagrammiques. Ah oui. Mais attention, c'est métaphysique, hein, c'est au-delà de l'oulipo. Oui, On n'est oui. pas dans la rigolade de la plaisanterie, de jeu de mots. Ouais. Il trouve des anagrammes qui sont philosophiques. Par exemple, l'anagramme de la vérité, mélanger les lettres, relative. Ah oui, c'est bon ça. L'anagramme de politique, qui pilote. Ah. Oui, c'est Ouais. effrayant. C'est Mais- l'anagramme de Paul-Marie Verlaine, aviné par la lumière. Ah oui. Louis-Ferdinand Céline, noir dans un ciel de fiel. Ah oui. Et alors, ne demandez pas ça a du Frédéric sens. Beigbeder parce qu'il peut-être trouvera Oui, il va peut-être quelque trouver chose le sens qui non caché. seulement va révéler ce que vous êtes vraiment, Oui. parce que je ne vous souhaite pas de savoir, Non, et peut-être ce que vous deviendrez. Oui. Albert Einstein, rien n'est établi. Oui, Mais- et il m'en a trouvé un merveilleux, et je le remercie pour ça, et je lui serai toujours gré. Et je ne l'avais pas vu, alors qu'il est évident, la pierre, la prière. Ça résume peut-être votre quête, cher Sylvain Tesson. Merci infiniment d'avoir passé cette heure en ma compagnie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez d'ailleurs, hein. Merci à l'équipe du Figaro Télé. Je précise que les éditions Albin Michel ont été annonceurs de mon émission Conversation chez La Pérouse. Pour vous, il y a eu une pub, mais c'était il y a un mois, il y a eu une pub pour les Piliers de la Mer, mais ça n'a rien à voir avec votre invitation, hein. Vous êtes invité par pur plaisir, de manière totalement désintéressée. Bon. Je ne comprends pas du tout ce Non, que je ne vous sais pas non dites, plus. Je sais pas non plus ce que je dis. mais Mais je m'enfonce progressivement. Voilà, non, je voulais conclure en disant, comme je le dis chaque semaine, n'oubliez pas, lisez des livres, sinon vous allez mourir idiot. À bientôt.